Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à BNews. C'est officiel, Aurélien Agbenossi n'est plus le ministre des Affaires étrangères au Bénin. Il a lui-même confirmé mardi dans la soirée son départ de ses fonctions qu'il occupait depuis le 6 avril 2016. Pour l'instant, aucune précision n'a été donnée par le gouvernement qui s'est pourtant réuni ce mercredi 24 mai en Conseil des ministres. Nous allons évoquer dans ce numéro de Carré Politique les probables fondements de ce départ qui sans doute laisse résonner l'écho d'une crise qui secoue sans doute la diplomatie béninoise. Avec moi en plateau pour évoquer ces contours justement de ce départ, deux professionnels des médias, directeur de publication du quotidien Émergence Info, Cyriac Dekenoua, le premier invité sur ce plateau. Cyriac, bonsoir. Bonsoir Paul Danoué, bonsoir mesdames et messieurs les internautes de BNews. Second invité sur ce plateau, Prudent Nasséou, directeur de la radio Campanile Cité. Prudent, bonsoir. Bonsoir Paul Danoué, bonsoir Cyriac, bonsoir aux amis internautes. Merci d'être des nôtres chaque fois. Merci renouvelé. Alors, Prudent, Aurélien Agbenossi n'est plus le ministre des Affaires étrangères au Bénin. Il a confirmé hier son départ du gouvernement du président Patrice Talon. J'observe que vous êtes suffisamment prudent en disant qu'il n'est plus membre du gouvernement. Or, 24 heures après la fuite de cette information, nous, journalistes, devrions être en mesure de dire avec précision ce qu'il en est par rapport à son départ. Parce qu'il s'agirait, selon les proches du ministre, d'une démission et d'un limogeage. Ici, on s'en tient à certains qui sont proches du pouvoir ou du gouvernement. Donc aujourd'hui, il y a déjà cette clarification qu'il faut faire. Parce que quand on s'en tient aux sources proches du ministre, il s'agit quand même d'un départ choisi. Parce que depuis un certain temps, il y a un certain nombre de dysfonctionnements relevés, me semble-t-il, par le ministre qui ne lui permettent plus d'exprimer toute l'ouverture, toute, on va dire, ce qu'il pourrait déployer en tant que chef de la diplomatie béninoise. Il ne se sentait plus vraiment dans sa matière, dans son marigot, du fait d'un certain nombre de choix gouvernementaux qui n'épousent pas véritablement son assentiment. Oui, c'est ce qu'on nous a servi quand on s'en tient aux détails qu'on a eu des gens proches du ministre. Maintenant, pour ceux qui sont proches du gouvernement, on estime qu'il n'a pas comblé les attentes du président de la République, surtout en ce qui concerne cette grosse activité du côté du Nigeria où beaucoup de chefs d'État de la sous-région étaient présents aux côtés de Dangote pour le lancement de cette raffinerie, alors que l'absence du président béninois a été observée. On a vu des chefs d'État du Togo, du Sénégal, du Niger et même du Rwanda qui étaient donc représentés dans cette activité-là, le Bénin totalement absent. On semble dire que ça a été ce qui a suscité la colère du chef de l'État, sans compter qu'il y a quelques semaines, on lui avait déjà retiré le volet coopération. Est-ce que l'un mis dans l'autre, on en saura vraiment plus sur les mobiles qui justifient son départ du gouvernement? En tout cas, nous, on espère que le porte-parole du gouvernement, pour une fois, va se prononcer et rompre avec les habitudes qu'on a observées quant à l'omerta sur les départs de certains ministres qu'on suppose comme étant très proches du président Patrice Talon. Justement, Cyriac Dekenoua, le Conseil des ministres tenu ce mercredi 24 mai revêtait quand même une importance capitale aux yeux des Béninois qui s'attendaient justement à ce que le gouvernement se prononce clairement sur la situation du ministre Aurélien Agbenossi. Mais comme d'habitude, le gouvernement a préféré jouer la carte du silence. Bon, je ne sais pas si vous êtes en train de faire référence au compte rendu du Conseil des ministres, c'est-à-dire qui devrait avoir lieu, c'est-à-dire au compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement qui devrait peut-être servir d'occasion, ou bien si vous êtes en train quand même, disons, de faire référence aux décisions issues du Conseil des ministres. Son point de presse. Parce que, en réalité, dans la pratique, ce n'est pas au cours du Conseil des ministres que l'on annonce un départ quand même d'un ministre du gouvernement. Non. Puisque on sait très bien que dans la pratique, c'est le secrétaire général du gouvernement ou de la présidence d'ailleurs qui porte l'information du décret signé par le président de la République, et cela sert quand même, disons, d'information aux hommes des médias. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve quand même, disons, dans un cas qui, il faut l'avouer, ne doit pas surprendre, parce que ce n'est pas pour la première fois. On a observé
cette façon quand même, disons, de rester en quelque sorte taiseux sur des informations aussi sensibles de la part du gouvernement lorsque déjà l'ex-ministre garde des Sceaux, Séverin Massime Quenom, avait été limogé du gouvernement. On est même allé jusqu'à prendre le contre-pied des médias avant que quelques jours plus tard, l'on quand même ne change une équipe qui pourtant était déclarée gagnante. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a rien d'étonnant. Maintenant, il est vrai que l'on doit se poser beaucoup de questions, même si déjà, on pouvait déjà pressentir que Aurélien Agbenossi, de par quand même, disons, son parcours diplomate international depuis 1990, il a occupé divers postes, notamment en étant le représentant spécial des Nations Unies dans plusieurs pays, notamment en Centrafrique, au Congo, aux Comores et bien d'autres pays. Il ne faut pas non plus oublier que quelqu'un, quand même, disons, de ce niveau-là, certainement ne pouvait pas forcément se voir dans certains choix. On peut déjà évoquer la restructuration de la carte diplomatique du Bénin, où d'autres sources nous apprenaient que ce n'était pas forcément de sa volonté et qu'il était véritablement opposé à cette option diplomatique du Bénin de réduire sa carte diplomatique. Et il y a également aussi d'autres choix, notamment le fait d'avoir effectivement choisi de lui retirer la coopération. Lorsque l'on se rapproche, tel qu'il le disait, de certains qui sont quand même, disons, proches de l'ex-ministre. Là, vous parlez de Prudent Nasséou. Oui, en fait, c'est que lorsque l'on se rapproche de certains proches de Aurélien Agbenossi, les gens essaient un tant soit peu de nous faire croire que c'est quelqu'un qui avait même déjà voulu démissionner depuis bien longtemps et qui avait quand même, disons, des proches qui essayent un tant soit peu de jouer les intermédiaires pour qu'il puisse quand même, disons, continuer la mission pour laquelle il a été appelé, vous comprenez, en acceptant de prendre ce département ministériel. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un coup vraiment énorme qui est porté quand même, disons, à la cohésion gouvernementale que l'on lisait dans la gestion du pouvoir, que l'on lisait au sein de l'équipe du président Patrice Talon. Et je pense très bien que les jours à venir, certainement, ne nous permettront pas forcément de connaître les véritables raisons pour lesquelles il a quitté. C'est-à-dire, on ne s'attend pas forcément à ça, parce que ni du côté du gouvernement, ni du côté du ministre qui, connaissant quand même, disons, le fonctionnement de la politique gouvernementale, doit observer quand même une certaine période, c'est-à-dire une période quand même, disons, de silence. On ne saura absolument rien. Mais je pense qu'avec le temps, chacun sera situé certainement sur ce qui serait aujourd'hui à la base quand même, disons, de ce divorce-là entre Aurélien Agbenossi et le président Patrice Talon. Prudent Nasséou, jusque-là, le gouvernement ne s'est pas encore clairement prononcé sur cette question. Mais hier, le porte-parole du gouvernement, interrogé sur la question, a dit, je voudrais bien citer, ce qui doit être sera et au moment opportun, fin de citation. Est-ce que ce flou que le gouvernement entretient autour de ces sujets, chaque fois, est de nature à rassurer les Béninois qui attendent d'être situés quand des situations comme ça se produisent au sein du gouvernement? Je pense que non, pour deux raisons. La première, c'est déjà un mépris ou une violation du droit à l'information du citoyen, parce que le droit à l'information du citoyen est un droit constitutionnel. Et aujourd'hui, nous sommes tous sous l'emprise de la révolution numérique, de la rapidité des réseaux sociaux qui surprennent et qui n'attendent personne. Donc à partir de cet agrégat ou à partir de cela, en principe, quand une information du genre fute, quand le porte-parole du gouvernement a l'occasion de prendre la parole officiellement, il lui revient d'infirmer ou de confirmer. Et à partir de ça, on pourrait justement arrêter avec des spéculations et savoir quels sont les thèmes justes qu'il faille utiliser. On l'a vu pour Séverin Quenom, c'est dans cette omerta qu'on a vogué. Après, on a semblé entretenir le dilatoire et on est passé par un remaniement technique pour maquiller. Aujourd'hui, il est clair que quand on s'en prend ou quand on analyse bien les personnalités, leur profil ou leur proximité avec le président Patrice Talon, la deuxième raison est là. Ça laisse croire que quelque chose ne va pas au sommet de l'État. Parce que quand on prend Séverin Quenom, il était le numéro 3 du gouvernement, donc un homme de confiance. Quand on prend Aurélien Agbenossi, il est le numéro 4 du gouvernement. Quand on prend le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, le ministre des Finances Wadaï, et on en vient maintenant au ministre de la Justice,
l'avocat qui est là actuellement, et la quatrième personne se trouve être le ministre des Affaires étrangères. Et quand on se sépare coup sur coup de ces ministres-là qu'on dit technocrates, appelés pour des raisons de compétence, de technicité, et qu'on se sépare d'eux sans que les raisons officielles ne soient énoncées ou connues, ça laisse à croire que au niveau du casting, quelque chose ne va pas. D'autant que récemment, le président lui-même avait indiqué que ces chevaliers-là étaient les meilleurs chevaliers sur lesquels il comptait. Il renouvelait sa confiance et que ces courtisans qui aspiraient à se voir promouvoir au niveau du gouvernement devraient attendre longtemps. Quand il en arrive dans des semaines après à se dédire, ça peut surprendre et laisser croire que quelque chose ne tourne pas rond au sommet de l'État, en tout cas au niveau de la cohésion gouvernementale. Chirac, dès que nous l'évoquait dans son développement, il a notamment évoqué la question du réajustement diplomatique dans lequel le Bénin s'est engagé. Est-ce que ce réajustement relevait-il uniquement du ressort d'Aurélien Agbenossi? Pas du tout, parce que quand on s'en tient aux raisons qui ont prévalu dans la fermeture, puisque c'est la conséquence de ce réajustement donc, de la carte diplomatique béninoise depuis des années maintenant. Quand on s'en tient aux raisons officielles évoquées, on en énumère une, notamment la nécessité d'assainir les dépenses publiques, d'autant qu'on indiquait par le passé que ces ambassades étaient budgétivores. Et à partir de cet agrégat, on a dû montrer au président de la République la nécessité donc, de fermer ces ambassades pour faire de l'économie et certainement booster l'investissement. Oui, ce choix-là ne peut être fait que par le ministre de l'économie et des finances qui se trouve être l'homme de confiance de Patrice Talon. Deuxièmement, est-ce que le ministre des Affaires étrangères en son temps l'a approuvé? Il ne lui revient pas d'approuver si le président de la République l'entérine. Parce qu'a priori, nous sommes dans un régime présidentiel où c'est le président de la République qui a le dernier mot. Donc, il est clair que ce choix a été fait par le gouvernement, donc par son chef. Et les ministres, étant les collaborateurs, mettent en œuvre. Parce que si le président ne voulait pas qu'on ferme certaines ambassades, on ne les aurait pas fermées. Mieux, après ça, il y a eu, à l'aune, on va dire, de ce dialogue national, une redistribution, on va dire, des postes diplomatiques dans certains grands pays. Au Koweït, on a un certain Simon Adovelandé. En Chine, non, pas Soumanou Moudjaïdou au Koweït. Simon en Chine. On a en Russie André Okoulala. En Arabie Saoudite, on a un certain Adam Bagoudou. Oui. Tous ce gotha-là de personnalités sont des gens, d'une façon ou d'une autre, qui ont des liens directs avec le président de la République. Et on ne s'en est pas arrêté. On a relancé certaines ambassades. On a fermé par exemple Addis Abeba, qui est le siège de l'Union africaine. Il s'agit de choix assumés et portés par le président de la République, Patrice Talon. Donc à partir de ces agrégats-là, il faut comprendre qu'on ne pourrait pas dire que cette restructuration ou cette reconfiguration de la carte diplomatique était de la seule volonté du ministre des Affaires étrangères. Mieux, on l'a embarqué dans cette vision des choses qu'il a certainement assumée jusqu'en 2021. Et en 2021, vers au niveau de 2022, c'est vrai, il a été confirmé ministre des Affaires étrangères, mais on se surprend qu'on lui arrache la coopération. C'est évident que pour tout diplomate, le fait déjà de ne pas, on va dire, prédestiner au choix de diplomate pour assumer, on va dire, ses missions diplomatiques à l'étranger, c'est déjà un problème. Parce que quand vous êtes de la même écurie, quand vous êtes de la même école, le langage diplomatique est maîtrisé. Mais quand le président fait appel à des personnalités fortes, j'ai entendu même dire que ces personnalités discutaient directement avec le président de la République sans passer par le ministre sur certains dossiers. Donc tout ça peut laisser un goût amer au ministre qui postule à dire par ses proches qu'à un moment donné, il se sentait plus à l'aise. Toujours est-il que nous, journalistes, nous spéculons sur la base des informations qu'on a reçues, mais quand on s'en tient aux déclarations des proches du pouvoir, ils estiment que le ministre, depuis un certain temps, ne comblait plus les attentes du président de la République et que pour lui, rien, aucun sacrifice ne sera de trop pour qu'il puisse atteindre les résultats promis au peuple béninois. Cyriaque Dekelou, en dehors de la reconfiguration de la carte diplomatique, il y a d'autres faits qui pourraient converger justement
vers les raisons qui ont sous-tendu le départ de Aurélien Agbenossi. Je ne vous rappelle pas qu'il y a quelques heures seulement, le milliardaire nigérian Aliko Dangote a lancé la méga raffinerie à Lagos où plusieurs chefs d'État ont participé. On a noté Patrice Talon étant grand absent à cette cérémonie. Est-ce que la diplomatie a manqué de compétences et de stratégie dans la présence manquée de Patrice Talon à cette cérémonie? Je pense que bien avant quand même, disons, d'aller sur cette question de l'inauguration de cette plus grande raffinerie d'Afrique d'ailleurs, lancée par le milliardaire Aliko Dangote, il faut faire remarquer aussi un fait, c'est-à-dire comment est-ce que Aurélien Agbenossi a pu échouer lorsqu'il candidatait pour devenir le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahel, parce qu'il était candidat à ça. C'est-à-dire, est-ce que cet échec-là ne traduit pas le fait qu'il n'avait pas forcément obtenu les soutiens nécessaires à l'interne? Donc c'est aussi une question que l'on doit se poser, surtout lorsqu'on sait qu'il a, au-delà de tout, quand même, disons, le parcours adéquat, puisque il avait déjà occupé des postes similaires depuis 90 jusqu'à ce jour. Vous l'avez Donc, c'est déjà peut-être des situations qui peuvent, un tant soit peu, envenimer quand même, disons, la bonne relation ou bien la parfaite relation qu'il y a peut-être entre le chef de l'État, Patrice Talon, et son ministre des Affaires étrangères. Là, nous ne faisons que spéculer. Maintenant, revenons-en à votre question. Vous savez, le Bénin, depuis l'avènement du président Patrice Talon, entretient paradoxalement une relation vraiment, disons, pas si courtoise en tant que telle, parce que n'oublions pas que les frontières béninoises, les frontières bénino-nigérianes ont été fermées pendant près de 2 ans par le Nigeria pour des raisons que nous n'allons pas forcément énumérer ici, puisque d'autres ont évoqué quand même, disons, l'importation des riz venus de l'extérieur pour envahir le marché nigérien. Mais à côté de ça aussi, on peut aller un peu plus loin et évoquer aujourd'hui le fait que sous le président Patrice Talon, les camions de l'homme d'affaires Dangote ne circulent plus à travers le Bénin. On a parlé d'une question de surtassement qui aujourd'hui ont fait que Dangote a pris congé. A pris congé, en fait, je sais que j'emploie cette expression-là, je ne sais pas si quand même, disons, elle existe, mais on a parlé de ce que les camions de Dangote auraient été surtassés et que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Dangote aurait pris quand même cette décision de ne plus faire passer ces camions par le Bénin. D'autre part, de ce qu'il fait transiter désormais ces ciments par quand même, disons, bateau pour que cela atterrisse dans les pays de la sous-région. Autre chose, Dangote ne voit pas d'un bon œil la gouvernance du président Patrice Talon. On se rappelle très bien de cette conférence internationale sur l'investissement avec Mo Ibrahim, où il avait eu des déclarations vraiment dures à l'égard du Bénin, en montrant combien de fois voici un pays qui accepte l'importation du ciment de l'extérieur, mais qui vit à côté du Nigeria et qui produit le ciment à quelques kilomètres de chez lui et pourtant n'accepte pas quand même, disons, une collaboration. Donc, partant déjà de ces faits-là, on ne peut pas non plus oublier que le président Buhari, dans cette guéguerre de fermeture de frontières, assimilée également aussi à la situation politique au Bénin, très tendue avec Boni Yayi et autres, que ceux-là ont été pris par certains proches du pouvoir du président Patrice Talon comme des gens qui, quand même, disons, ont tout fait pour combattre ou bien pour faire fléchir le président Patrice Talon sur des questions délicates, sur des questions politiques. Donc, qu'il ne soit pas invité, est-ce que c'est forcément la faute du président? Est-ce que c'est forcément la faute de son ministre Aurélien Agbenossi? Je pense que là-dessus, le fait qu'aujourd'hui, que le gouvernement manque quand même, disons, de communiquer sur ces questions essentielles, de pouvoir quand même, disons, éclairer la lanterne des gens sur ces questions essentielles, amplifie encore un temps soit peu les spéculations, qu'elles soient favorables au gouvernement ou pas. Je voudrais rebondir encore pour vous dire ceci. Lorsque l'on invite le président du Togo, le président du Sénégal, du Tchad, du Niger, et que même, disons, c'est que ceux de Mali, celui du Mali et du Burkina pouvaient être présents, si ce n'est pas qu'ils sont aujourd'hui en phase transitoire. Vous comprenez?
Donc, lorsqu'on invite tout cela et que c'est le Bénin, c'est-à-dire c'est le président du Bénin qui n'est pas présent, je pense que cela donne quand même, disons, rejoindre Lagos c'est-à-dire une très mauvaise image. L'autre chose qui vient tant soit peu corroborer ou bien quand même, disons, donner du poids à la thèse de ceux qui pensent que c'est cette non-présence au Nigeria qui aurait contribué à cette rupture de la collaboration Agbenossi-Patrice Talon, c'est le fait que celle qui est pressentie aujourd'hui pour remplacer Aurélien Agbenossi soit l'ambassadeur actuel du Bénin au Nigeria. Donc, ce qui voudrait dire quoi? Une autre coïncidence. Oui, en fait, je sais que ce qui voudrait dire que peut-être que, bon, Aurélien Agbenossi exacerbé quand même, disons, pas peut-être ce refus de ne vouloir peut-être accepter sa volonté de partir, peut-être, c'est-à-dire n'aurait pas fait toutes les diligences nécessaires. Si vous me permettez, je reviens à vous, hein, très rapidement. Président Nassehou, est-ce que, après le retrait du volet coopération à Aurélien Agbenossi, il avait toujours les coudées franches pour conduire la diplomatie béninoise? Je pense que d'emblée, on pourrait dire non. D'emblée, on pourrait dire non, parce que quand on soustrait la coopération aux affaires étrangères, on vide la diplomatie d'un contenu fort, d'un maillon essentiel. Et j'avais dit ici que trop de réformes tue la réforme, parce que de façon cohérente, la diplomatie rime avec la coopération. Et donc, on ne saurait soustraire aux affaires étrangères la coopération. Donnez-moi des pays de grande démocratie où vous avez vu qu'on ait soustrait la coopération. De toute façon, ça s'entend. Mais si on en arrive à le soustraire et à le confier à un autre ministère, ça pose un problème. Et déjà, ce n'est pas... Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des ministres cotés au niveau du gouvernement. Le ministre, voilà, il y en est un. Le ministre du cadre de vie est un second ministre, bien coté au niveau donc, de la politique gouvernementale et des choix donc des dénominations depuis un certain temps. Évidemment, on pourrait penser à première vue que ces ministres apportent satisfaction au président de la République. Mais en même temps, on peut aussi se demander si les ministres dépouillés se retrouvent véritablement à l'aise dans leur portefeuille et surtout dans la définition de la politique ministérielle qui est la leur. Donc, à partir de ces agrégats-là, forcément, il est clair que le ministre des Affaires étrangères ne se sentait plus totalement en milieu conquis, en terrain favorable. Parce que c'est un désaveu, d'une façon ou d'une autre, vu son carnet d'adresses, vu son parcours, vu son palmarès. Et il s'agit d'un diplomate bontain qui a des entrées au niveau des Nations Unies, ainsi de suite, comme le jeune ministre Wadaï en a aussi dans les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale et autres. Donc, aujourd'hui, il s'agit quand même d'un bon casting gouvernemental. Mais qu'est-ce qui se passe pour que ceux-là en qui on a placé une grande confiance soient d'une façon ou d'une autre déplumés? Vous avez vu ce qui s'est passé avec le ministre Roumain. Très bien. C'est vrai qu'on a parlé d'un remaniement technique, ce qui lui permet de partir du gouvernement à la tête haute. Mais on s'interrogeait sur l'efficacité de son ministère avec les agences créées, tout ce qu'il y a eu comme fermeture de structures sous tutelle. Oui, donc on ne va pas se mettre ici à les citer. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec notre ministère de la Communication. Aujourd'hui, on a estimé que ce ministère-là n'a pas son importance et on l'a supprimé, tout simplement. Supprimé à l'aune d'un remaniement ministériel et plus rien jusqu'à aujourd'hui. Or, il y a encore de grandes démocraties qui gagnent les ministères de la Communication, aussi bien en Afrique que dans l'espace sous-régional. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Toujours est-il que, finalement, dans les couloirs donc, de la présidence, on estime que ce relèvement du ministre des Affaires étrangères montre bien que le président tient aux résultats promis au peuple, aux indicateurs de développement, aux performances promis au peuple par rapport à son projet de société, à son PAG G2. Nous sommes là pour apprécier, on verra. Je reviens à vous, Cyriaque Dekenou. Hier, dans la soirée, après l'annonce du départ du ministre Aurélien Agbenossi, un communiqué est intervenu sur les réseaux sociaux où le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a rappelé les chefs des missions diplomatiques
du Bénin à l'étranger à une réunion qui va se tenir le 30 mai prochain à 9 heures à la présidence de la République. Est-ce qu'au regard de ces agrégats-là, aujourd'hui, il est loisible d'affirmer que la diplomatie béninoise souffre, est en souffrance? Bon, je pense que c'est aussi de notre responsabilité en tant que porteur d'informations de pouvoir quand même, disons, éclairer la lanterne des gens et faire quand même, disons, une démarcation entre les infos et ce qui est réel. Parce que ce communiqué d'invitation ou bien de convocation du corps diplomatique béninois ne datait pas d'hier, en fait. Du 16 Donc, mai, le communiqué datait du 16 mai. Cela datait du 16 mai. Et il est vrai et évident que lorsque, quand même, disons, on en arrive à ce que le chef de la diplomatie béninoise ne soit plus dans le gouvernement, que peut-être c'est que des gens qui avaient copie de ces courriers-là puissent peut-être, c'est-à-dire balancer ça peut-être, ne serait-ce que pour montrer que, peut-être que qu'il y avait quand même, disons, des signes avant-coureurs, vous comprenez, parce que c'est vrai que le corps diplomatique a été invité, mais il ne faut pas aussi quand même, disons, oublier un fait. La diplomatie sous le président Patrice Talon n'a pas aujourd'hui le même résultat que la diplomatie sous ses prédécesseurs. Parce que regardez déjà, lorsque vous essayez un tant soit peu d'aligner un peu, disons, c'est que les pays aujourd'hui avec lesquels nous collaborons, vous voyez que c'est avec la France, rien que sur le volet culturel, et ça ne va pas forcément au-delà. Aujourd'hui, bon, avec les États-Unis, cela reste encore à voir. Surtout, bon, lorsqu'on sait que les États-Unis et puis un certain nombre de pays sont très attachés, quand même, disons, sont très attachés, disons, quand même, disons, aux résultats, aux performances démocratiques, à la protection des droits de l'homme et autres, et que le Bénin, sous le président Patrice Talon, a semblé un peu perdre la route en ce qui concerne ces sous-secteurs-là. Donc, aussi, notre relation avec nos voisins, on l'a évoqué un peu plus tôt. Le Bénin d'aujourd'hui ne profite pas forcément de cette belle relation qu'elle devrait entretenir avec le Nigeria, qui en principe constituait quand même, disons, pour nous, oui, en fait, c'est une bouffée d'oxygène. Et notre relation aujourd'hui avec Lomé, on sait ce qu'elle est. Et lorsque l'on voit aussi que des opérateurs économiques nationaux ou bien étrangers qui utilisaient le port de Cotonou comme leur port traditionnel, on quitte aujourd'hui pour aller ailleurs. Donc, ce qui voudrait dire que dans la sous-région aujourd'hui, nous avons véritablement un peu encore du mal à imposer notre diplomatie. Et tout cela, il ne faut pas non plus l'oublier, fait aussi partie du résultat de Aurélien Agbenossi, puisque c'est sous lui que tout cela s'est passé. Lorsque vous passez 7 ans à la tête d'une diplomatie, on sait que nous sommes passés par des périodes véritablement tumultueuses. 2019, les affrontements et autres, où il fallait quand même, disons, faire des plaidoyers auprès des Nations Unies et de bien d'autres États pour ne serait-ce que éviter des sanctions. Et aussi en 2021, ce qu'on a connu juste après l'élection présidentielle. Donc, les gens n'ont pas forcément tort. Lorsqu'ils présentent la diplomatie sous disons, Aurélien Agbenossi, comme, disons, une diplomatie pas si, quand même, disons, reluisante que ça. Vous comprenez? Et le bilan... diplomatie handicapée, souffrante. Véritablement une diplomatie, quand même, disons, que j'ose pas forcément qualifier, mais qui n'a pas su produire les mêmes résultats que les résultats auxquels l'on devrait s'attendre. On s'est fait visiter par combien de chefs d'État? Récemment, c'était Kagame. On a été visité plutôt par le président nigérien Mohamed Bazoum, mais qui n'a malheureusement pas manqué quelques jours plus tard de repartir de l'autre côté, c'est-à-dire d'aller de l'autre côté de Lomé pour signer cette convention qui aujourd'hui fait du port de Lomé le port traditionnel du Niger, alors que sur d'autres questions de coopération militaire. Est-ce que cette défaillance de la diplomatie béninoise est imputée à Aurélien Agbenossi? Non, en fait, nous c'est qu'il y a deux facteurs. Il y a deux facteurs qu'il ne faut pas oublier. Vous savez, en fait, on ne règle pas les questions diplomatiques comme les questions politiques, non. Le premier facteur, c'est quoi? Je pense très bien que c'est la restructuration de notre carte diplomatique qui pose le problème. Lorsque aujourd'hui, vous fermez les ambassades dans la plupart des pays du Sahel, alors qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une menace terroriste et que nous devrons malheureusement aujourd'hui collaborer de plein pied avec ces pays du Sahel. Vous voyez déjà là où il y a le problème. En matière de renseignement militaire et autres, le Niger, le Mali, le Burkina et autres, c'est-à-dire ces pays qui nous entourent, le Tchad et autres,
sont des pays dans lesquels le Bénin devrait en principe au moins avoir ne serait-ce qu'une ou deux représentations diplomatiques. Nous n'en avons pas. Le second volet sur lequel il était quand même, disons, important d'atterrir, c'est également aussi le volet politique. Vous savez, on a été, c'est-à-dire, on ne s'est pas encore véritablement relevé de ces diverses crises politiques que nous avons connues sous le président Patrice Talon, ne serait-ce que pendant ces 5 dernières années. Qu'on le veuille ou pas, ces crises ont laissé des séquelles et qui font qu'aujourd'hui, le Bénin n'est pas forcément perçu comme, disons, le pays quand même, c'est-à-dire arbre de paix, où bon, les choses sont faites quand même, disons, avec une certaine ouverture, de façon démocratique et autres. Donc, tout ça là, de façon associée, et rajouté aussi à la personnalité du président Patrice Talon, qui n'allait presque pas aux réunions de la CEDEAO en début de mandat, les réunions de l'Union africaine, ni quand même, disons, n'allaient pas, et n'avait pas forcément, disons, une certaine proximité ou bien n'entretenait pas une relation aussi conviviale que ça, fraternelle que ça, avec ses collègues de la sous-région. Tout ça là, ça peut aussi contribuer à ce qu'aujourd'hui la diplomatie béninoise soit perçue comme une diplomatie moins performante qu'elle l'était par le passé. Au regard, au regard du tableau que Cyriaque Dekenou vient de présenter, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que le Bénin est l'enfant isolé de l'Afrique? Un peu, parce que quand vous parlez de l'Afrique, vous parlez de la coopération sud-sud. Et la coopération sud-sud sous le magistère ou sous la gouvernance du président Patrice Talon ne se trouve pas renforcée au mieux. Vous avez vu la volonté donc de son prédécesseur de cohabiter avec tous les pays de la sous-région. Le président Boni Yayi. Donc, et mieux, d'abord j'ai parlé de la sous-région, et mieux avec tous les pays de l'Afrique. Il a été président de l'Union africaine, il a été président de la CEDEAO, tout ça. Et on sait quels sont ses attachements par rapport au voisinage, au bon voisinage surtout. Aujourd'hui, Patrice Talon, pendant longtemps, a voulu se concentrer sur les problèmes, dit-il, du pays. Et après s'ouvrir sur la sous-région, donc s'ouvrir sur la coopération sud-sud. Et quand on parle de la coopération sud-sud, nous n'avons pas des rapports aussi privilégiés avec les pays de la sous-région. On a choisi d'aller en Afrique, on va dire, centrale avec le Rwanda. Avec le Rwanda qui aujourd'hui constitue un modèle pour le Bénin. Oui, c'est pas si mauvais que ça, mais qu'avons-nous fait des pays limitrophes? Le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire. Vous avez vu pendant combien de temps cette fermeture des frontières a duré? Or, nous savons tous que si ce n'était pas Patrice Talon qui était à la tête du pays et que c'était peut-être un président favorable à Boni Yayi, il y aurait eu un allègement même des conditions et la durée en quelques jours. La preuve, les anciens présidents d'obédience, on va dire, Nago ou Yoruba ont surfé sur cela. Parce que chaque fois que l'ancien président Boni Yayi avait la facilité d'aller au Nigeria, je me demande, surtout que dans cette période, il n'était pas en odeur de sainteté avec Patrice Talon, d'autant que son parti avait été recalé, tout ça. Je ne sais pas quels sont les rapports qu'il fait dans les cercles qu'il intègre sur le gouvernement, sur le pays, tout ça. Donc, tous ces éléments-là ont certainement milité à ce que nous ne soyons pas aussi, on va dire, représentés au niveau diplomatique à travers la coopération sud-sud. Oui, sur le plan de la coopération internationale, on peut se réjouir des performances du Bénin au niveau, parce que ça aussi, ça relève d'une façon ou d'une autre de la diplomatie économique, des performances du Bénin au niveau donc, du FMI, de la Banque mondiale, ce qui nous a permis d'avoir un certain nombre de financements, ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il s'agit de peuples frères. Parce que quand on parle de ce que nous perdons avec le Niger, c'est énorme. Vous avez vu, lors de la conférence de presse entre les deux chefs d'État, lors de la visite du président Bazoum à Cotonou, il a évoqué les faux frais. Bien sûr. Qui lui sont remontés par les hommes d'affaires que le président de la République a semblé dissimuler. Or, nous sommes dans un environnement concurrentiel. Chaque fois que moi, je fais la voie Cotonou, Lomé, Accra, Abidjan, oui. Je me surprends de l'investissement au niveau et de la cadence portuaire au niveau donc, de Lomé. C'est inconcevable que nous ayons accusé autant de retard par rapport aux performances portuaires, d'autant que à côté, les gens sont en train de se surplanter pour rendre leur port compétitif. Oui, nous avons fait des efforts en ce qui concerne le coton et autres, mais il fallait aussi renforcer les infrastructures au niveau du port. J'ai entendu le président Talon
lors de cette rencontre-là avec Bazoum, dire que des travaux étaient en cours, mais ce n'est pas maintenant qu'il faut entreprendre ces travaux-là. Ces travaux devraient rentrer dans une vision prospective pour que notre port, nous sommes un pays de services, un pays de commerce, notre port puisse être compétitif et que les tâches soient allégées aux opérateurs économiques. Parce que j'ai entendu au moins le président nigérian dire que les opérateurs économiques de son pays lui donnent écho de ce qu'il y a tellement de faux frais et de tracasseries au niveau donc, du port de Cotonou. Vous avez vu ce qu'on a fait des rails. Voilà. Et tout ça, ça rentre dans la diplomatie d'une façon ou d'une autre. Et Patrice Talon, dès qu'il a pris le pouvoir, il a tranché ce dossier de rail qui relève aussi d'une façon ou d'une autre de la coopération entre le Niger et le Bénin. Il a dit ceux à qui on a concédé les rails là n'étaient pas à même financièrement de le faire et qui veut s'appuyer sur la Chine. Mais des années après, où est-ce qu'on en est? Donc c'est autant d'éléments, d'une façon ou d'une autre, qui participent peut-être d'un rêve ou d'une volonté de bien faire, mais qui à l'arrivée posent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Prenons Nassirou Syriac de Kémoussou. À quoi il faut s'en tenir aujourd'hui, c'est que Aurélien Agbenossi n'est plus le ministre des Affaires étrangères au Bénin. Paulette Adjovi Yekbe est pressentie d'ailleurs pour le remplacer. Syriac de Kémoussou, à quoi pourrait-on s'attendre de cette dame qui précédemment était ambassadrice du Bénin près le Nigeria? Bon, c'est vrai que j'ai essayé un tant soit peu de prendre les informations nécessaires sur quand même Paulette Adjovi, épouse Yekbe. Vous voyez, elle, ça dit, à mon avis, à mon avis, pour ma toute première appréciation, ça dit, elle n'a pas l'étoffe suffisante pour pouvoir quand même, disons, qu'est-ce que vous mettez dans l'étoffe? Non, en fait, c'est pas trop vite. Lorsque j'essaye un tant soit peu, quand même, disons, de voir quand même son parcours et tout ce qui a été écrit sur elle ces derniers jours, j'ai pu comprendre que pour une diplomatie béninoise qui se veut quand même, disons, conquérante, vous comprenez, conquérante et puis, bon, ouverte sur le monde entier, que peut-être quand même qu'on aurait pu peut-être choisir mieux que ça. Maintenant, en fait, c'est que ce ne sont que là des préjugés, ce ne sont que là quand même, disons, des analyses quelque peu subjectives de ma modeste personne. Peut-être que dans les jours à venir, quand même, disons, elle pourra certainement, si il advenait qu'elle se faisait confirmer dans ce poste-là, que dans les jours à venir, elle pourrait peut-être quand même, disons, anoblir le visage de cette diplomatie béninoise qui, il faut l'avouer, n'est pas encore si reluisante que ça. L'autre aspect de la chose, c'est-à-dire quoi? C'est que ce choix-là, est-ce que ce choix-là traduit une volonté du président Patrice Talon aujourd'hui de rétablir quand même, disons, les relations entre le Bénin et le Nigeria? La question, elle est tout à fait posée. C'est-à-dire, elle demeure, elle est d'actualité parce que lorsque l'on va choisir au lendemain de l'inauguration de la méga raffinerie d'Aliko Dangote, lorsque l'on va choisir l'ambassadrice du Bénin au Nigeria pour devenir quand même, disons, la nouvelle chef de la diplomatie du Bénin, est-ce que cela ne relève pas peut-être d'une volonté implicite de pouvoir quand même, disons, rétablir les relations entre le Bénin et le Nigeria? Parce que, qu'on le veuille ou pas, la conjoncture économique que nous traversons, même si quand même, disons, nous pouvons quelquefois naguère évoquer notre résilience pour quand même montrer combien de fois nous avons su résister à notre voisin du Nigeria, il ne faut pas pour autant oublier que le Bénin a tout à fait quand même, disons, toute une chance, toute une opportunité de se développer, de profiter de ce Nigeria-là. Donc, moi, je reste quand même, disons, dubitatif et j'avoue personnellement que j'attends de voir ce qu'elle pourra produire à la tête de la diplomatie béninoise. Mieux, au-delà de ça, il faut aussi quand même, disons, que la carte diplomatique du Bénin, qu'elle soit quand même, disons, réactualisée parce que on a trop de plaintes de Béninois qui peut-être, disons, et qui peut-être travaillent, disons, en Belgique ou bien aux Pays-Bas et qui doivent peut-être prendre un rendez-vous et remonter sur Paris avant de refaire leur pièce. On a quand même, disons, des plaintes des Béninois qui vivent peut-être dans tel pays alors que le Bénin n'a plus de représentation diplomatique dans tel autre pays. Je pense que c'est vrai
que l'on doit essayer un tant soit peu de réajuster quand même, disons, les dépenses en matière de diplomatie. Cependant, l'on doit quand même, disons, aussi se savoir que pour pouvoir exister comme État, il y a des dépenses. Et si nous n'avons pas les moyens d'exister comme État, surtout de coopérer avec certains États, que nous allons peut-être passer le temps de nous plaindre et que ce sont nos compatriotes qui en paieront le prix et qui vont se plaindre au quotidien de ne pas pouvoir avoir leur pays représenté dans leur pays d'accueil et autres. Prenons la CEU au lendemain de la présidentielle, ou j'allais dire à la veille de la présidentielle de 2021, Patrice Talon s'est notamment plaint de l'attitude de certains chefs d'État, des collègues, des homologues, qui auraient entretenu une dynamique dans laquelle l'opposante Rekia Madogo aurait été. Aujourd'hui, est-ce que le Bénin, tout simplement, isolé? L'eau a coulé sur le pont et est-ce que nous vivons en autarcie? L'eau a coulé sur le pont, disais-je, et ces propos du chef de l'État étaient peu diplomatiques. Si on lui demandait aujourd'hui de se prononcer à nouveau, il ne s'exprimerait pas de la même façon parce que en ce moment-là, on était dans l'incertitude, on était encore dans la fièvre, donc post-électorale, ce qui a certainement conduit à ces déclarations. Maintenant, pour en revenir à Madame Paulette Adjovi, épouse Yekpe, qui est pressentie donc pour être la chef de la diplomatie béninoise, je dis, c'est une promotion pour les femmes et il faut s'en féliciter, il faut s'en réjouir parce que quand une femme accède à un poste de responsabilité, a priori, sa nature de femme préfigure à ce qu'elle remplisse mieux la fonction que les hommes. Maintenant, il y a l'expérience qui compte dans on va dire, ce monde diplomatique réservé à un certain nombre de profils. Et si on analyse bien, son expérience, son profil n'est pas aussi étoffé que celui qu'il vient remplacer. Mais il n'en demeure pas moins que nous devrions lui souhaiter toute la réussite possible à la tête de cette diplomatie-là pour que notre pays puisse justement se repositionner et conquérir de nouveaux pays et certainement qu'elle puisse combler les attentes du président de la République dont on dit qu'elle est proche. Prenons la CEU, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir participé à ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de la radio Campanelle Cité, Syriac Tekeno. Bonsoir et merci à vous, Paul Danoumbé. Amis internautes, c'est la fin de cette émission. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Carré Politique.